Salut à tous, on se retrouve, on vous l'avait annoncé. Il est là. Philippe Saint-André est en notre compagnie pour un nouvel épisode de Dans la sauce. Déjà, c'est sur Twitch, Philippe. Est-ce que tu es familier avec Twitch ou pas du tout ? Non, pas du tout. Mes enfants, oui. D'accord. Mon fils qui a un peu plus de 20 ans, ma fille 15 ans, donc eux, oui. Moi, pas du tout. Tu leur as dit, je vais sur Twitch, vous pouvez vous brancher. Ils regardent plutôt des jeux vidéo ou des jeux de sport quoi, sur Twitch. Ouais. Si, mon fils suit le rugby, mais bon, là, il est pas en France actuellement, donc je pense que là, c'est au milieu de la nuit pour lui. Ouais, pas de chance. En plus, on risque d'être géobloqué. Donc, s'il dit qu'il t'a trouvé excellent, à mon avis, il va mentir parce que je suis pas sûr qu'il puisse regarder. En tout cas, je suis très content, évidemment, de t'avoir avec nous parce que, pour ceux qui connaissent pas, honte à eux, mais tu es l'entraîneur du MHR, équipe de France championne en titre, vainqueur du bouclier de Brennus, ancien sélectionneur de l'équipe de France et également ancien joueur vraiment de renom, capitaine de l'équipe de France. Donc tu es vraiment un acteur et un observateur du rugby français et européen, même mondial, puisqu'on reparlera un petit peu également de l'Angleterre. Simplement pour te présenter davantage le concept, on a appelé ça Dans la sauce. Alors, pas d'inquiétude, ça va peut-être un peu piquer, mais au rugby, normalement, tu as l'habitude. Pourquoi ? Parce que notamment, tu auras des questions du chat. Le chat, il est là. Tu peux répondre directement ou je te dirai les questions. Mais n'hésitez pas, dans le chat, évidemment, à poser directement vos questions à Philippe. Ça y est, on t'appelle déjà le Goré, joueur mythique de l'ASM. On reviendra aussi sur l'ASM. C'est bizarre, je croyais qu'il n'y avait que des jeunes et il y a des personnes qui m'ont vu jouer à Clermont-Ferrand. Donc, il y a toutes les générations qui sont dans la sauce. Absolument, tu as raison. Mais ce sera peut-être toi qui vont mettre dans la sauce d'ici quelques instants. On va commencer tout de suite. Alors déjà, je t'invite à un horaire un peu bizarre, en plein Super Moscato Show. T'écoutes un peu le Super Moscato Show. De temps en temps, ils t'ont mis des pièces l'an dernier. T'écoutes ? Bien sûr, j'écoute parce que Vincent, c'est un pote. Hein. J'ai eu la chance de jouer avec lui en équipe de France. Denis Charvet aussi. Après, j'ai été pendant 5 ans sur RMC. J'ai travaillé, donc j'ai fait aussi souvent l'émission. Alors, bien sûr que j'écoute. Et puis, quand j'écoute pas et qu'on me met des pièces, j'ai toujours un pote, un joueur, un mec de mon staff qui me dit « Putain, t'as chargé dans le Moscato Show ». Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis, c'est vrai que la saison dernière, je m'en suis bien servi avec mes joueurs, mon effectif. Je crois que Vincent nous avait pas vu jouer une fois dans l'année. Donc, avant la demi-finale, il pensait qu'on était des pompes à roulettes. En plus, on jouait son ancien club, l'UBB. Donc, bien sûr, il voyait les Bordelais nous mettre une belle branlée, comme on dit. Donc, on a joué avec ça et c'était marrant. Mais bon, Vincent fait une émission exceptionnelle et c'est une réussite fantastique et je suis très heureux pour lui. Bon, et pour être tout à fait honnête, je crois que face à Castres, il disait aussi Castres favori. Mais en même temps, ça vous arrangeait, MHR, d'être pas forcément le favori de la finale. Ah oui, tout à fait. L'année dernière, on a vécu caché. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est vrai que, alors que cette année, on peut voir, on est les champions de France et c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. On doit être 8e actuellement, je crois, à 1 ou 2 points du 6e, mais on est un peu plus dans le dur, alors que c'est vrai que la saison dernière, on avait fait une saison fantastique. On a été très régulier durant toute la saison. On finit second derrière Castres. Et étonnamment, on a été en dehors des radars pendant toute la saison, des médias, mais c'était bien parce qu'on a pu travailler avec humilité, tranquille, sans avoir de pression, à part la pression qu'on se mettait et celle de notre président Mohamed Altrad, et avec ce premier titre de champion qui a été assez exceptionnel et qui a été aussi bien fêté par l'ensemble de mon effectif. Dès le début de la saison, tu avais la conviction que vous pouviez être champion de France, ou l'appétit est venu un peu en mangeant, en voyant que étape après étape, vous montiez un petit peu en pression? Disons que la saison d'avant avait été tellement compliquée parce que j'étais retourné sur le terrain, on était 13e, on était avant-dernier. On se sauve à l'avant-dernière journée en gagnant Bayonne à domicile. Par contre, on gagne la petite Coupe d'Europe, le Challenge Cup, l'Intertoto. Et en début d'année, de saison, moi j'aime bien donner les objectifs et de les faire avec mes joueurs.
Et au départ, l'objectif était de rentrer dans le top 6 et de faire des phases finales. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Au mois de janvier, on était des fois premiers, on était second. Et donc là, l'objectif était d'éviter les barrages et de finir dans les 2 premiers. Puis en plus, j'avais une chance exceptionnelle. J'avais Fulgence Ouedraogo, qui est quelqu'un 17 ans de club, et Guillaume Guirado, et les 2 joueurs allaient arrêter leur carrière. Et ils avaient aussi, eux, vraiment envie de finir au Stade de France. Et puis après, par contre, dès qu'on a su qu'on finissait second, là, il y a eu une magie dans l'effectif, dans le groupe. Les planètes étaient, enfin, tout se passait bien et pas de blessés, des joueurs en pleine forme, et on a une férocité incroyable lors de ces phases finales. Bon, il y a quelqu'un qui voulait te dire bonjour aujourd'hui. Salut le live Twitch, vous êtes avec PSA. Ça va mon Philippe? Comment tu vas mon poulet? Exceptionnel, t'as dit qu'il est bossé ici avant, Bien sûr, que pendant c'était 5 un ans. génie de RMC. On a Absolument. rigolé, on faisait les émissions le dimanche soir. exactement. Mais attends, mais Oussem, tu t'y connais en rugby? Tu t'y es mis Bah moi exprès je faisais une chronique D'accord. qui s'appelait le mix du week-end, où je rappelais tout ce qui s'était passé le week-end en radio, et c'était tous les dimanches soirs pendant 12 minutes, et il y avait Philippe avec moi. Et donc, comme tu peux le savoir, je suis un grand fan de rugby. Bien sûr. Et je lui faisais savoir. Alors je peux te dire qu'en fait, chaque fois que je parle de rugby, il me dit c'est quoi ton sous-sport, etc. Allez vrai. vous battre dans la boue. C'est exactement ce que je disais à Philippe. Attends, C'est exactement c'est ce bien, que je au moins la disais. version est la même. On se prenait, mais ce qu'on a pu rire. Qu'est-ce qu'on a ri, ouais, c'est vrai. C'était super. Ça me fait plaisir de te voir ici, Bah, et c'est top. Je pense que vous allez faire une belle interview. Et je sais pas s'ils le savent, en tout cas, s'ils te connaissent sur le live, Philippe, c'est un super mec. Au plus d'être un entraîneur à succès, puisqu'il a gagné le championnat de France, on le rappelle. Et d'ailleurs, quand tu étais parti pour Montpellier, je te disais, ouais, je suis sûr que tu vas revenir avec un titre. Et ben, tu vas te revenir avec un titre. Et on aurait Ouais, pu t'inviter avant parce qu'il y a déjà eu la petite Coupe d'Europe et tout, mais Exactement. Tu vois c'est le bouclier. qu'il est visionnaire. Exactement. Il m'a dit. Non, et puis Donc, en plus, il m'avait fait un beau message quand je suis parti. Et ouais, vraiment, voilà. ça m'avait touché Alors, parce que. alors, dans les consultants, en général, c'est pas tous des bons mecs, on préfère le dire. Mais Philippe, c'est un T'as excellent raison, mec. c'est Faut dans dire. la sauce, hein, donc on peut y Ouais, aller. on est là, on dit tout ici, on est avec la famille Twitch, on dit tout. Julien Cazard, sale type. Je vais me faire des amis. Non, je rigole, je plaisante. Non, Il est jamais sur Twitch, Julien Cazard. qui ne vient jamais aussi, je te dis. Roland Courbis. Ah non, il vient souvent. Ouais, Il vient souvent, non. Roland, c'est mon préféré. Mais c'est vrai que Philippe est un super mec, et je pense que tu mérites ta réussite parce que tu es un grand pro et tu es un super mec. Et les joueurs le disent. C'est gentil. Voilà, je vous laisse faire votre interview. Je t'embrasse. Et tu reviens quand bosser chez nous? Peut-être le pour, plus tard peut-être possible, pour la non Coupe du Monde. Oh, d'accord. Il y a peut-être des infos. Il y a de la négo. Peut-être dans la sauce, il y a des. Coupez cette séquence. Il y a, très il y a bien. peut-être des infos. Alors c'est peut-être pas bon signe non plus pour la fin de saison à Montpellier. Parce que Non, Non, on peut faire les deux en il n'y même a temps. pas de match. Il y a une en trêve. championnat. Il y a une trêve de 7 semaines, ce qui est exceptionnel et ce qui arrive rarement. Et Mais, toi, t'as pas envie de partir en vacances? mais je crois qu'il y a une priorité qui est la Coupe du Monde, une équipe de France qui est assez exceptionnelle, qui est une des favorites de cette Coupe du Monde. Il y a Roland Courbis qui Et passe. il est là, mon Je Roland. t'ai défendu, coach. Hein. Il est là, mon Il est là, Roland. Roland. J'ai dit Roland, il passe souvent nous voir, alors mon que préféré, Roland. vers ma droite. J'ai entendu mon nom là. Eh oui. Viens, Roland. Allez, viens Roland. Viens. Tu vois, c'est la belle famille de Ouais. RMC. Comment il va mon champion? Tiens. Très bien, et toi Tiens, quand je est-ce vais que, donner un micro. quand est-ce que tu viens me voir à Montpellier? Parce que Montpellier, Mais il t'aime là, à je- Montpellier. Mais je viens quand tu n'y es pas. Je vais dimanche là. Ah oui, là c'est nous, on est en vacances. Je vais voir si je porte chance au nouveau Montpellier avec Derzakarian dans un Montpellier-Brest là, qui est vraiment un match aussi important qu'Indécis. Et donc je vais voir ça. Coach Courbis qui connaît très bien le rugby aussi. Oui, c'est Ouais. ça. oui. Mais ils sont quand t'es là, alors là ça parle de rugby, on est fan de rugby, quel sport. Tu verras pendant la Coupe du Monde, ils ont le même discours. Avec Philippe, tu peux parler de tous les sports. Hein. Eh oui. Nous, c'est ce qu'on faisait le dimanche. On parlait de tout, de ski, on parlait de plein de sports. En tout cas, bravo, tu sais que tu as des supporters ici. Merci, je t'embrasse. Merci. J'essaie de le recruter, mais apparemment, il va bientôt venir. Là, on est en train de voir avec Karim, notre directeur général. Mais, bon. Très bien. Bonne interview. Prenez soin de Philippe. Hein. Et, Bien sûr, le chat regarde, il y a des, voilà, il y a des envoyez-lui cœurs de partout, tu crois quoi? Parce que Philippe, en plus d'être un entraîneur à succès, c'est mon ami. Voilà. Bon, super. Merci. Merci Salut, Oussem. mon Philippe. Ciao. Bon alors je suis obligé de te lancer parce que tu disais la priorité c'est la coupe du monde. Toi quand tu étais sélectionneur c'était vraiment pas le cas. Vous étiez obligé un peu de bricoler avec les clubs. Il y avait des conflits. Il y avait vraiment des conflits. Les joueurs étaient même obligés parfois de prendre un peu position. Est-ce que tu aurais ça te rend pas un peu jaloux de voir ces conditions, de voir cette union sacrée des clubs, de la Fédé, où vraiment on fait tout
pour que Fabien Galtier soit dans les meilleures conditions? J'ai envie de dire non, parce que quand tu es sélectionneur, tu es de passage. Ça a été compliqué. Il n'y avait pas de discussion entre la Ligue et la Fédération. On n'avait même pas accès à certains clubs parce que les entraîneurs ne voulaient pas. Les joueurs rentraient lors des semaines off pour jouer en 6 nations dans leur club. Donc c'était très compliqué. Mais bon, alors après, à l'époque, on me disait que je me plaignais, mais je demandais de mettre des GIFs, c'est-à-dire des joueurs issus des filières de formation. Et je crois que c'est la plus belle chose qui a été mise, 8-9 ans. Et maintenant, on a 16 ou 17 joueurs français sur chaque feuille de match. Et je crois que c'est pour ça que Fabien Galtier a un effectif pléthorique, parce que nos jeunes joueurs jouent dans le championnat de France et ils sont assez exceptionnels. Et après, non, je trouve que c'est très très bien. Il peut s'entraîner avec 42 joueurs. Les joueurs ont des semaines libres avant les matchs internationaux. J'ai envie de dire qu'on a remis l'église au milieu du village. Le rugby français et l'équipe de France est redevenu une priorité et ça marche. On vient de faire un grand chelem. On est une des équipes favorites pour la Coupe du Monde qui va être en France. Et puis les gens se régalent et Fabien Galtier, son staff, fait un boulot assez exceptionnel. Mais moi, en tant qu'ancien joueur de l'équipe de France, ancien capitaine de l'équipe de France, je suis très content que l'équipe de France gagne. Elle vient de gagner 14 matchs d'affilée. Ouais. Et alors justement, on va parler un peu de l'actualité du tournoi Destination. Tu as vu le match, j'imagine. En plus, tu as Paul Willemse, je crois que c'est le seul Montpelliérain qui en était. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, pas de l'équipe de France en général, mais de ce match où on a été très indiscipliné? Est-ce que ça t'a surpris un peu? Ou on garde encore des munitions pour l'Irlande? Ouais, d'abord, les Italiens sont en gros progrès. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient gagné au Pays de Galles l'année dernière, le dernier match de 6 nations. Au mois de novembre, ils ont gagné l'Australie en Italie, ce qui n'était jamais arrivé pour eux dans leur histoire. Et ils ont une jeune génération. Donc je pensais que le match allait être compliqué. Il l'a été. Par contre, tu vois le talent de cette équipe de France, parce que j'ai envie de dire, ils ont quand même marqué 4 essais. On a eu 2 autres occasions, et Penaud qui fait un en avance sur une occasion d'essai. On dégueule le ballon dans l'embut au moment d'aplatir. Donc on aurait pu marquer 6 essais. Et avec des miettes, ils ont fait un festin. Alors après, c'est vrai que c'était un match de reprise. C'est vrai que notre conquête a été moins conquérante que d'habitude. Et l'indiscipline, 18 pénalités. C'est énorme. C'est énorme. Normalement, tu ne gagnes même pas un match de top 14 quand tu prends 18 pénalités. Donc au niveau international, normalement, il faut être à 9 ou 10 pénalités. Et là, tu arrives quand même à gagner ce match en prenant 18 pénalités. Donc je pense que il va y avoir un gros travail dans la semaine pour améliorer la conquête, pour améliorer cette discipline, pour aller en Irlande. Mais voilà, tu gagnes ton 14e match, tu gagnes avec un bonus, 4 essais, donc une victoire bonifiée. Et j'ai envie de dire, c'est bien aussi de gagner en ayant fait pas un grand match. C'est la marque des grandes équipes. Et justement, tu parlais aussi de cette équipe italienne talentueuse. Il y a un joueur dans votre effectif, c'est Garbizzi. Il est blessé longue durée. Il pourra quand même jouer le tournoi, ou ils vont devoir faire avec Tommaso Allan? Non, il est blessé au genou. Normalement, il ne peut pas jouer encore ce week-end contre l'Angleterre. Il devrait être rétabli pour le prochain match du tournoi des 6 nations, qui est donc dans 3 semaines. Donc je pense qu'il va pouvoir jouer le 3e, 4e match et 5e match du 6 nations, et puis revenir avec Montpellier, parce qu'on a beaucoup de blessés, on a beaucoup d'absents, et Paolo Garbissi est un joueur exceptionnel qui s'était imposé l'année dernière au poste de demi d'ouverture à Montpellier, en prenant la place de Pollard, pourtant sud-africain champion du monde. Et cette année, avec des blessés, il a joué beaucoup plus de matchs en tant que premier centre numéro 12 que le poste de demi d'ouverture. Mais c'est un joueur jeune, talentueux, intelligent. Le mec, il parle français couramment, alors qu'il est arrivé, il parlait italien et anglais. Voilà, c'est des mecs brillants. C'est cette nouvelle génération, comme les Arthur Vincent que j'ai, ou les Antoine Dupont et Ntamak, etc. On a des jeunes générations de joueurs de rugby qui sont assez exceptionnels. Ils sont pros, ils sont structurés dans leur tête, ils s'entraînent, ils font attention à leur hygiène de vie, et c'est pour ça aussi qu'on a ces résultats en équipe de France. Des nouvelles justement
justement d'Arthur Vincent, parce que je parlais de Paul Willemse comme international français. Arthur Vincent, il a eu sa carrière récente un peu pourrie par des grosses blessures. C'est un centre ailier qui peut avoir un profil très intéressant en équipe de France. Son retour au terrain, il est prévu pour quand, Arthur ? Entre mai et juin, voilà, il a eu la malchance de se refaire un croisé du genou, mais le même qu'il avait eu auparavant. Et donc, il va prendre du temps pour revenir. Mais c'est un joueur qui a une autodétermination assez exceptionnelle, un joueur très intelligent. Moi, j'ai eu la chance la saison dernière de l'avoir juste le dernier match de poule, demi et finale. Mais il a été exceptionnel sur ces 3 matchs. Et hélas, il s'est reblessé à Brive en début de saison, je crois, à la 2e ou 3e journée. Alors, les cadences, ça va beaucoup mieux par rapport à la période où tu étais sélectionneur. Malgré tout, les joueurs jouent toujours beaucoup, plus que dans d'autres championnats. Et on voit qu'il y a beaucoup de blessés. On parle de Gabin Villière qui s'est blessé, Cameron Wauquiez qui est blessé. Rien que dans Jonathan Danty en équipe de France, Arthur Vincent qui fait partie, on va dire, du groupe France. Est-ce que, encore maintenant, les joueurs de l'équipe de France jouent trop, à ton avis ? Oui, il y a aussi Yacouba Camara, mon capitaine, qui était revenu en équipe de France et qui s'est blessé il y a 15 jours contre le Stade Toulousain. Pareil, il est croisé du genou. Le problème, c'est que oui, les joueurs jouent beaucoup et surtout, c'est qu'on a un championnat qui est dur, qui est âpre. Il n'y a pas de mauvaises équipes. Il y a de plus en plus de temps de jeu, il y a de plus en plus de rugs, de plaquages, de combats, et donc les joueurs sont sollicités énormément, et Antoine Dupont l'expliquait bien, c'est que il y a beaucoup trop de matchs entre le top 14, la Coupe d'Europe, et les matchs internationaux. Donc, quand tu as été sélectionneur, tu étais vraiment dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Tu avais écrit un livre, une forme de droit d'inventaire après devoir d'inventaire. Ouais. Un devoir d'inventaire. C'était après la branlée qu'on s'était prise. On peut se cacher face aux Blacks. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux du côté du rugby français. Est-ce que malgré tout, il y a des pistes que tu identifies, vu que tu es vraiment au cœur du réacteur, pour encore améliorer peut-être certaines choses ou pas forcément ? Ouais, je pense que le plus gros des problèmes, c'est le nombre de matchs d'affilée que nos joueurs jouent. Là, donc nous, en top 14, on a une semaine de repos, mais on vient d'enchaîner 11 matchs d'affilée. 11 matchs d'affilée, et en plus tu joues ton 10e et 11e match sans tes internationaux, et donc là tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus de blessures, de plus en plus de graves blessures. Donc je pense que ça serait bien, mais voilà, le problème, il manque de week-ends ou de semaines dans une année, mais ça serait de faire des blocs de 7 matchs et d'avoir une semaine où les joueurs puissent se régénérer physiquement, intellectuellement aussi, avoir de la fraîcheur. Par contre, et ça c'est étonnant, c'est que les joueurs de l'équipe de France sont ceux qui jouent pratiquement le moins en club. Parce qu'avec les faux doublons, les semaines où ils sont en préparation avec l'équipe de France, quand ils finissent aussi la saison, ils doivent avoir un bloc de 6 à 8 semaines où ils doivent se préparer, et heureusement, parce que c'est important. Et tu t'aperçois un joueur qui joue toute une saison en équipe de France, il fait à peu près 13 ou 14 feuilles de match en top 14 sur 26. Donc, mais il joue 8 matchs avec l'équipe de France, les 3 tests de mois de novembre et les 5 du 6 Nations. Mais c'est vrai que nos saisons sont très très longues et qu'on a besoin que les joueurs se régénèrent et que les joueurs aient des temps de repos, parce que dans le haut niveau, il y a compétition, il y a développement qui est la préparation, mais il y a aussi la récupération. Et on a tendance à oublier la récupération, qui est pourtant quelque chose d'important dans le développement d'un joueur de haut niveau. Est-ce que ça explique aussi peut-être votre recrutement, où vous dirigez plutôt vers des gros joueurs anglais qui peuvent pas être éligibles donc en sélection quand ils sont en France? C'était le cas Isaac Mercer. Là maintenant il y a Sam Simons, Williams aussi, le pilier d'Exeter, et on vous entend moins peut-être sur des pépites du rugby français comme, je sais pas, Gaëtan ou Penaud. Je sais pas si vous étiez rentré dans la course, vous étiez, quand je dis vous, c'est l'institution MHR était intéressée par ce genre de joueurs, ou
du côté, voilà. On était intéressé, mais avec un salary cap qui est complexe, on ne pouvait pas matcher avec les autres équipes. Parce que nous, notre politique, alors on a une politique, d'abord, premièrement, c'est de garder nos joueurs et de garder nos meilleurs joueurs. Donc on a pratiquement re-signé à 80-90% de notre effectif, à part un Momo Aouas qu'on a perdu, qui part à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on essaye de travailler avec notre centre de formation pour faire monter le plus de jeunes joueurs et des joueurs français qui sont issus de notre centre de formation et de notre école de rugby et de l'association. Et après, troisièmement, on essaye de faire un recrutement. Alors oui, des joueurs étrangers de grande qualité, mais qui ne sont plus sélectionnés. Donc, à partir du moment où un Anglais vient en France, il ne peut plus être sélectionné. Donc, par exemple, Zach Mercer, là, ça fait 18 mois qu'il est là. Il vient de fêter la semaine dernière son 50e match avec le MHR. Donc, il joue beaucoup parce que lui, il est en permanence avec nous. Et puis après, on a aussi un quatrième point, c'est qu'on va énormément chercher, nous, des gros potentiels français dans les clubs de D2. De Nardi, par exemple, qui vient de Mont-de-Marsan. Oui, ou par exemple, on a pris Béconnier qui venait de Mont-de-Marsan, Léo Colli qui venait de Mont-de-Marsan aussi, ça va commencer à se voir. Enzo Forletta qui venait de Perpignan, on avait Capelli qui venait de Grenoble, Pierre Lucas qui venait de Perpignan, Clément Doumain qui vient de Carcassonne. Donc on travaille énormément dans l'analyse des données, des joueurs français à gros potentiel qui viennent de D2 parce que la D2 est un championnat exceptionnel avec plein de talents. Et il y a plein de joueurs qui sont capables, avec le travail, avec aussi beaucoup d'humilité. Le profil du joueur, pour nous, est important aussi, et de s'exprimer en top 14. Alors, tu parlais justement de Mohamed Aouas, qui est alors, toujours international, mais qui est un peu rétrogradé, on va dire, dans la hiérarchie française. Lui disait qu'il aurait voulu rester au MHR. Ça peut surprendre un peu les supporters, d'ailleurs, de l'ASM. Pourquoi alors, il met un peu en cause l'équipe dirigeante de ne pas l'avoir forcément retenu. C'est des questions justement liées au salary cap ou c'est plus sportif pour Mohamed Aouas ? Non, c'est que des questions financières. On n'a pas pu matcher la proposition de Clermont-Ferrand. Voilà, parce que on a un effectif, on a des très bons joueurs, on a aussi une grille salariale à tenir. Et Clermont-Ferrand, avait besoin d'un pilier droit, avait besoin d'un pilier droit français. Ils lui ont fait une très bonne offre sur 3 ans de contrat, et on n'a pas pu s'aligner. Alors c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir garder Momo Aouas, qui est un enfant de Montpellier, formé à Montpellier. Mais après, c'est aussi la loi du sport professionnel et de l'offre et de la demande. T'étais pas encore coach quand il s'était battu avec Bismarck Duplessis à l'entraînement ? Non, c'était en échauffement d'un match. À l'échauffement, ouais. Non, j'étais pas encore dans l'embut. J'étais pas encore arrivé, mais après Momo est quelqu'un d'exceptionnel qui donne tout sur le terrain et même j'ai envie de dire en dehors. Et c'est vrai qu'actuellement, il est le numéro 3 en équipe de France, donc il joue pas avec Montpellier, mais il joue pas aussi avec l'équipe de France. Il est, on va dire, en backup. Et j'espère pour lui qu'il va retrouver une place ou de titulaire ou de remplaçant dans ce groupe France à quelques mois de la Coupe du Monde. Ah, mais c'est vrai qu'à 100%, c'est un joueur exceptionnel, mais cette saison, il semble peut-être légèrement en dedans, mais peut-être qu'il se réserve pour les phases finales. Faut-il encore se qualifier ? Tu disais, alors, on va prendre quand même quelques questions, évidemment. Déjà, Rome Le Lion qui nous dit: que devient ton frère Raphaël ? On sait qu'il était joueur, qu'il a été coach. Il exerce toujours, Raphaël Saint-André ? Hélas, plus dans le rugby. Alors c'est vrai qu'il a entraîné Lyon, il les a fait monter en top 14, Lons-le-Saunier.
Il a entraîné des pays aussi, il a entraîné la Russie. Ouais. Il avait loupé le dernier match de qualification sur un match aller-retour contre l'Uruguay pour se qualifier en Coupe du Monde. Il a entraîné Dax. Et là, il gère 2 belles affaires, restaurant de plage, à Osgore et Cap-Breton. Voilà, pour ceux Tu peux dire le nom du resto, hein, n'hésite pas. Café de la plage et Terramar. Voilà, c'est pour ces 2 beaux endroits où on mange bien, où on boit bien, où c'est très convivial. Et donc, il s'occupe de ces 2 affaires qu'il a créées et qu'il a montées. Alors, est-ce qu'il avait besoin de se couper un peu du monde du rugby comme toi après la sélection nationale? C'est un défaut d'offre? C'est quoi? Pourquoi ce choix? Alors, si je te pose la question, c'est pas l'interview de ton frère évidemment, mais parce que toi aussi, tu as eu besoin après la Coupe du Monde de 2015 d'avoir une parenthèse. Tout à fait. Après, c'est des choix de vie aussi. De sa part, il vivait à Lyon depuis de longues années. Il a décidé de partir vivre près d'Osgore avec femme et enfants. Et quand il a arrêté à Dax, il a eu des possibilités, mais bon, sa femme, ses enfants se plaisaient tellement bien dans cette région-là qu'il a décidé de bifurquer et de faire autre chose. Moi, de toute façon, j'avais décidé avant, comme tu dis, cette branlée historique en quart de finale de la Coupe du Monde, mais j'avais décidé de faire une coupure parce que 2 joueurs, j'ai enchaîné tout de suite. Entraîneur, directeur de rugby à Gloucester, après à Bourgoin, après à Selkirk avec Sébastien Chabal et pas mal de joueurs. On avait été champion d'Angleterre, champion d'Europe. Après à Toulon, après j'ai enchaîné en équipe de France et j'avais vraiment besoin de me poser, de passer du temps avec ma femme, mes enfants aussi, parce que je les avais pas vus grandir. Et puis aussi de me poser les bonnes questions et puis de retrouver beaucoup d'énergie, parce que quand tu entraînes, quand tu es manager, c'est exceptionnel, mais c'est une énergie incroyable. Et donc, mais je m'étais régalé parce que j'étais venu travailler avec RMC à l'époque aussi, SFR, je commentais la première chip, les matchs du championnat d'Angleterre. Et c'est aussi comme ça que je travaillais, parce que quand j'ai repris un club, tout de suite je me suis mis sur Zach Mercer. Parce que Abbas, il était incroyable. Abbas, il était incroyable, comme Sam Simmons à l'époque, quand je commentais pour RMC, je me suis dit, ces 2 joueurs sont assez exceptionnels. Et quand je suis reparti entraîner un club ou manager ou directeur sportif, voilà, je me suis servi aussi de mes contacts en Angleterre, parce que j'ai fini ma carrière, j'ai entraîné 7 ans, j'ai vécu 10 ans en Angleterre, et puis surtout grâce à mon métier de commenter la première chip pendant 5 ans, j'ai gardé de gros contacts et je connais les bons joueurs de ce championnat. Alors Isaac Mercer, c'est complètement fou, parce que toi tu avais repéré en commentant que c'était un joueur, alors honnêtement je ne remets pas en cause son expertise, mais ça se voyait, il crevait l'écran à Basse alors qu'il avait une équipe assez compliquée de bas de tableau, un terrain, le Recreation Ground complètement pourri, et lui arrivait quand même à sortir toutes les situations, et Dean Jones n'en voulait pas. Je crois même qu'il lui avait demandé de prendre un peu de musculature, de poids pour atteindre le niveau international, et c'est le moment où Zach Mercer était d'ailleurs un petit peu moins bon, moins véloce. Ouais, tout à fait. Il a eu que 2 sélections, ça n'a pas trop matché avec Eddie Jones. Ça arrive, hein. Les hommes, le management, moi pareil, avec certains joueurs, je vais bien les optimiser à 100, 120%, d'autres un peu moins bien. Et donc j'avais contacté Zach, je lui ai dit, Zach, c'est peut-être le moment de venir en France, de montrer que tu es un grand joueur. Et après, tu es encore jeune, hein, parce qu'il vient d'avoir, je crois, que 26 ans. Tu auras le temps de revenir en Angleterre et de rejouer avec le maillot de l'équipe d'Angleterre. Et il est arrivé, et en une saison, il a été champion de France. Il a été élu meilleur joueur du top 14. Top 14 l'an dernier, ouais. Et donc cette année, il nous fait encore une très belle saison. Et il va repartir en Angleterre au mois de juin pour essayer d'enquiller avec l'équipe d'Angleterre et de faire la Coupe du Monde en France en tant que joueur anglais, parce qu'il va repartir à Gloucester la saison prochaine. Une équipe que tu connais bien. Est-ce qu'on a d'autres questions évidemment dans le chat? Je pense que
simplement ce que tu disais, il y a des joueurs aussi où toi, tu n'as pas forcément réussi à tirer leur plein potentiel. En équipe de France, alors évidemment, les conditions étaient très mauvaises quand tu prends en 2011. Est-ce que malgré tout, il y a j'imagine que tu t'es refait un peu ton mandat dans la tête au début. Est-ce qu'il y a des choix que tu aurais fait, des choses que tu aurais dû faire différemment, tu penses ? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, sur 3-4 matchs, dans mon coaching, j'aurais sûrement dû être meilleur. On aurait pu gagner 3, 4, peut-être 5 matchs de plus. Ma communication qui était pas bonne aussi, parce que j'ai du mal à sourire, à rigoler, à être un acteur après une défaite, parce que je suis comme ça. Et donc, j'ai chargé, on va dire aussi médiatiquement, sur le fait que j'étais triste. Alors que pour ceux qui me connaissent, je suis loin d'être un mec triste. Au contraire, joyeux, j'aime rigoler, j'aime déconner. Mais par contre, j'avais du mal de sourire et de dire des choses positives après des défaites. Après, je me suis battu sur les institutions pour faire évoluer. Peut-être que j'ai perdu aussi trop d'énergie sur cela et j'aurais mieux fait de me concentrer juste sur mon rôle de sélectionneur et d'optimiser les joueurs sur une semaine, parce qu'à l'époque nous on les avait pas en amont, on n'avait que 25 joueurs, ils repartaient aussi jouer avec les clubs, donc c'était une période qui était complexe. Mais d'un autre côté, je me suis battu pour qu'ils aient une préparation, pour qu'il y ait des gifs, pour que nos jeunes joueurs jouent en club, parce qu'on était obligé d'aller chercher des fois des joueurs qui jouaient en deuxième division. Johan Huget jouait à Agen, Machenot jouait à Agen, Dulin jouait à Agen aussi en D2, Rabat Slimani n'était même pas titulaire au Stade Français. On est allé chercher des joueurs des fois qui jouaient même pas, parce que il n'y avait pas de règles, rien n'était établi. Mais c'est sûr que je suis aussi sûrement meilleur dans un club, à façonner un groupe, à avoir un groupe tous les jours, à comprendre ce groupe, à mettre une culture, que de faire des coups sur 1 ou 2 semaines. Donc sûrement que de toute façon, dans ma carrière d'entraîneur, les 4 ans qui ont été les plus complexes pour moi ont été les 4 ans de l'équipe de France. Mais est-ce que, alors c'est un peu con à dire peut-être, désolé, mais si il n'y avait pas eu cette branlée face au Black, est-ce qu'on aurait continué ? Est-ce qu'il valait pas mieux en fait que crever l'abcès pour vraiment que le rugby français parte sur nouvelle base avec les gifs ? On sait que c'est vraiment un dispositif qui est probablement à l'origine du renouveau français, parce que les jeunes joueurs français jouent maintenant en club. Est-ce que finalement, tu te dis pas de temps en temps, c'était un mal pour un bien ? Ah non, mais pour ça, ce qui est sûr, c'est qu'après, après la Fédé et les clubs ont dit bon, il va falloir, et la Ligue, il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on mettre des moyens pour que l'équipe de France redevienne une grande nation du rugby mondial. Mais bon, quand tu es celui en charge et qui prend cette branlée, c'est pas agréable, mais c'est vrai que ça a été un électrochoc salvateur sur le fait que on a remis en question pas mal de choses, où les gifs sont arrivés, où on a donné un peu plus de temps. Bon, après, il a fallu 4 ans pour que les résultats arrivent, parce qu'après, Guy Novès est arrivé, il a été dans les mêmes difficultés que moi, même plus, Jacques Brunel aussi exactement, mais de remettre ce processus où l'équipe de France redevenait une des priorités du rugby français, et ben, on est en train de payer les bénéfices avec une génération exceptionnelle. On a pratiquement 3 premiers choix à chaque poste, ce qui est jamais arrivé, parce que là, l'équipe de France est belle et exceptionnelle, et pourtant Fabien Galtier a énormément de blessés. Mais moi, à l'époque, 75% des ailiers étaient fidjiens. Les piliers droits, à l'époque, on n'avait que 3 piliers droits français dans le top 14. D'ailleurs, c'est toi aussi qui fais un peu la vague des joueurs naturalisés, avec notamment Winnie Antonio, Scott Pedding, etc. Voilà. Il fallait aller chercher le vivier ailleurs, presque. Voilà, tout à fait. Winnie Antonio, tout à fait. J'ai été obligé de faire ça parce que à l'époque, tu pouvais être champion de France en ayant 23 étrangers sur
sur le terrain. Et alors, il faut des étrangers, ça amène des plus-values incroyables. Moi, j'ai eu Johnny Wilkinson à Toulon qui a été fantastique, etc. J'ai des joueurs étrangers à Montpellier qui sont fantastiques. On a parlé de Zach Mercer, de Yann Serfontaine, etc. Mais tu as besoin, l'essence même d'un championnat de France, c'est de développer ta jeunesse et tes jeunes joueurs pour qu'ils puissent représenter leur pays. Et donc, il faut à tout prix que faire jouer nos jeunes joueurs. Et je crois que cet effet donc d'avoir 16 joueurs sélectionnables sur feuille de match sur une saison totale, donc tu peux en avoir des fois 12, 13, mais tu dois en avoir 16 après 26 matchs ou 28 matchs si tu es champion. C'est très bien parce que tu fais jouer tes joueurs restent dans ton club, ils n'ont pas besoin d'aller en D2 ou en Fédéral 1 pour avoir du temps de jeu. Et on s'aperçoit aussi, notre formation a été revisitée et qu'on a une super formation, on a été champion du monde 2 fois des moins de 20 ans et que le rugby français va très bien actuellement. Alors c'est une question d'Offload Tips dans le chat qui demandait un peu plus tôt si tu nous vois gagner en Irlande. Question très simple, est-ce que tu nous vois gagner en Irlande ce week-end ? Moi ma réponse, je te le dis, moi j'y crois pas trop, mais donne-moi ton avis. Alors après moi j'aimerais bien. Bien sûr. J'aimerais bien. Alors, pourquoi ? Parce qu'on joue la première nation mondiale et nous, on est la seconde. Si la France fait match nul ou si elle gagne, elle devient première nation mondiale, ce qui est, je crois, jamais arrivé. Et ça serait exceptionnel à quelques mois d'une Coupe du Monde. J'ai envie de dire, on a tellement de talent, parce qu'on en a parlé, on a pris 18 pénalités en Italie, mais on a quand même gagné le match, on a marqué 4 essais, on aurait pu en marquer 6, on a un talent incroyable. Alors il va falloir être plus efficace en conquête, il va falloir être beaucoup plus discipliné, et surtout il va falloir priver les Irlandais de ballon, parce que les Irlandais sont une équipe hyper bien organisée, hyper bien structurée, avec une animation offensive huilée. Après la seule petite inquiétude, on en a parlé, c'est que les joueurs ont déjà beaucoup joué, les joueurs cadres sont déjà à plus de 1000 minutes de temps effectif de jeu depuis le début de saison, et je les ai trouvés un petit peu émoussés contre l'Italie. On a perdu pas mal de duels dans les 1 contre 1, ce qui n'était pas le cas normalement de l'équipe de France. D'un autre côté, français, après un non-match, parce qu'on gagne, mais on n'a pas le contenu, Fabien Galtier, même le capitaine Antoine Dupont n'était pas content. Donc on est capable de se transcender sur ce match-là. Et je pense que les Français vont être présents et qu'il va y avoir un combat exceptionnel. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de cadres qui sont un petit peu en dedans cette saison, des cadres de l'équipe de France, vraiment les joueurs qu'on mettait l'an dernier sans problème à chaque fois top 3 dans leur poste au monde. Il me semble un peu dedans. Tu penses que c'est la fatigue ou bien que certains, même inconsciemment, se gèrent peut-être un peu avec une idée en tête, c'est la Coupe du Monde plutôt que le tournoi destination ? Tu les trouves un peu en dedans, individuellement, certains, pas seulement en équipe de France, mais également en club, vu que tu les... Non, parce que sincèrement, il y a une compétition folle. Tous les mecs se préparent parce qu'ils veulent faire participer à cette Coupe du Monde, donc ils veulent être dans le groupe. Après... le match contre l'Italie, c'est un match casse-gueule. Tout le monde espère que tu gagnes facilement, alors que les Italiens progressent. Mentalement, tu te dis, bon, on va en Italie, on va quand même s'en sortir. En plus, on fait un début de match, d'entrée, on les contre, etc. On marque des essais assez facile, et puis tout d'un coup on perd le fil. L'arbitre nous a pris dans le nez, et on a été très indiscipliné, 18 pénalités. Par contre, voilà, normalement on est très bon en conquête. Là, même en mêlée, on a été chahuté sur 2-3 mêlées. Sur les ballons portés, il marque un essai avec un essai de pénalité, et il n'y a rien à redire. Il y a essai de pénalité, carton jaune, mais on a été pris sur des choses qui sont normalement le point fort de l'équipe de France: mêlée, touche, ballon porté. Et là, je pense que voilà, il y a une grosse remise en question, et il va falloir une équipe de France exceptionnelle samedi, mais je pense qu'ils vont l'être. On a des compétiteurs, on a des mecs, des très grands joueurs.
on peut dire, mais bon, Antoine Dupont et Ntamak, on a eu très peu de ballons, mais les sorties de camp ont été propres, alors que les Italiens, c'était suicidaire. Il y a 2 diagonales exceptionnelles pour 2 essais, donc avec peu de munitions, on trouve des solutions, on marque des essais sur des séquences qui sont très très courtes. Nous, on marque sur des séquences de 18 à 24 secondes. On est aussi très dangereux normalement sur les turnovers, les ballons de récupération. Mais contre les Italiens, on n'en a pas eu beaucoup parce qu'on n'a pas été assez efficace sur la qualité de notre premier plaquage et aussi sur le grattage où on a été aussi énormément pénalisé sur les 4 appuis. C'est-à-dire que au lieu d'attaquer le ballon, on a attaqué un peu le sol et après on a voulu récupérer le ballon. Et l'arbitre a été très tatillon là-dessus. Ouais. On va toujours parler de l'équipe de France, mais on va faire un petit retour en arrière. Tu parlais d'essais de pénalité. En 95 déjà, est-ce qu'il y avait essai d'Abdelatif Benazi ? C'est la question. Alors, elle n'a pas été posée dans le chat, mais on m'a dit, faut que tu lui demandes. Honnêtement, j'ai revu les images exprès. J'ai l'impression qu'il n'y a pas essai. Déjà, tu lui fais un croche-pied, on va pas se le cacher. Raconte-nous un peu pour ceux qui... Alors, je fais juste une petite mise en contexte. En 95, demi-finale face à l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on en a même fait un film de ce moment-là. On est à la 79e minute, donc c'est 80 minutes, le rugby. Abdelatif Benazi récupère un ballon derrière un ballon qui est dégueulé. Il va vers l'embut, quelqu'un lui fait un croche-pied, on ne dit pas qui. Est-ce qu'il aplatit, est-ce qu'il aplatit pas ? Disons qu'il y a un jeu au pied et donc je vais au duel aérien, je fais une tapette, donc je récupère le ballon qui tombe au sol et Abdel arrive et récupère le ballon en pleine course. Et par contre j'étais devant lui et donc il tombe sur moi et avec l'élan, en plus il pleuvait énormément. Attends, il y a un problème, t'as un problème de micro. Ah, ça marche plus. Alors attends, hop, sinon on va prendre celui-là. Hop. Voilà. Donc, je me souviens plus. Donc, Abdelatif Benazi récupère le ballon sous un ballon haut. Voilà. Que je récupère. Il s'emplâtre sur moi. Et puis avec l'élan, parce qu'il pleuvait énormément, il arrive. Est-ce qu'il arrive dans l'embut ou pas ? Mais surtout, c'est l'action avant. On a des mêlées à 5 mètres. 4 fois, on les emporte en mêlée. Et l'arbitre siffle pas, rien du tout, mêlée à refaire, etc. Alors que dans le rugby moderne, maintenant, tu as emporté une mêlée, tu écroules, 2 mêlées, 3e, tu prends un carton jaune, et la 4e, il y a un essai de pénalité. Mais c'était le rugby d'avant, il n'y avait pas d'arbitrage vidéo, il n'y avait pas de 5e arbitre, il n'y avait pas... c'est comme ça, bon là. Après, grosse frustration, moi j'étais capitaine de cette équipe de France, on avait gagné en 94 la série en Nouvelle-Zélande, on avait gagné la série en Afrique du Sud en 93, en Argentine en 92, on était allé là-bas pour être champion du monde, et on a la médaille de bronze parce qu'on gagne les Anglais pour la 3e place, mais on a une frustration horrible parce qu'on voulait être en finale, on voulait être champion du monde, et c'est les Sud-Africains qui ont levé cette Coupe du Monde. Alors tu m'as pas vraiment répondu sur Abdel. Il disait quoi après ? Plutôt oui, plutôt non, je sais pas. Après Abdel, dans le vestiaire, il dit non, j'ai pas aplati. Après le soir, après 6 bières, il disait qu'il avait aplati. Il se souvenait plus de ce qu'il avait dit avant. Voilà, après peut-être un peu court, on va dire, sur la ligne, mais en tout cas... En plus, beaucoup d'années plus tard, et la personne est décédée, c'était un second ligne ou un 3e ligne, qui dans son livre dit l'essai que lui a marqué, il n'avait jamais aplati. Donc il y a eu plein d'histoires en disant, en plus sur ce match-là, on a deux ou 3 essais refusés. Eux, ils ont un essai donc où le mec a jamais aplati qui a été accepté. Enfin, il y a eu plein de faits de jeu. Alors après, ça a été exceptionnel pour l'Afrique du Sud. Il y avait Nelson Mandela. Tout le monde te dit oui, c'est fantastique, mais quand t'es en face, t'es joueur. Moi, j'étais capitaine. En plus, l'anecdote que peu de gens savent ou connaissent, c'est qu'il pleuvait tellement qu'on s'échauffe. En plus, à l'époque, on se rentrait dans le vestiaire, prêt à rentrer. Et là, l'arbitre dit non, on va retarder le match. Parce que les conditions sont mauvaises. Donc, il y a des images qui ont fait le tour du monde, des dames qui balaient le terrain, etc.
Et ça s'est passé 3 fois d'affilée. Et à un moment donné, l'arbitre me dit, de toute façon, sinon je vais annuler le match. Et s'il annule le match, c'est l'équipe de France qui est en finale de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que les Sud-Africains avaient pris en match de poule des cartons rouges parce qu'ils s'étaient battus, je crois, contre les Samoa, et je crois que leur talonneur avait eu un carton rouge. Et nous, on n'avait eu aucun carton rouge devant la compétition. Et donc là, les Sud-Africains s'aperçoivent que si le match n'a pas lieu, c'est vous en finale, ils gagneront pas la Coupe du Monde. C'est nous en finale contre les All Blacks. Et donc, tout a été fait. Et c'est normal, l'Afrique du Sud était... c'est normal. Non, mais l'Afrique du Sud était le pays hôte et le pays organisateur. Et donc, tout a été fait pour que ce match ait lieu dans des conditions climatiques compliquées, une pluie, du vent et tout. Mais à un moment donné, donc moi, j'étais capitaine, donc j'allais dans le vestiaire. L'arbitre s'était posé la question d'annuler le match. Mais donc, et après, de toute façon, nous, on voulait pas gagner le match sur tapis vert. On était prêts. On était une génération assez exceptionnelle. Ntamak, Sela, Sadourny, Caban, Rouma, Benazi, Califano. Enfin, j'en oublie. Il y a Galtier en neuf aussi. Et il y a Fabien Galtier en neuf qui n'était pas dans le groupe au départ, parce que c'était Guy Akoseberi et Aubin Weber. Et Guy Akoseberi se fracture le bras, je crois, contre l'Écosse en match de poule. Et donc Fabien Galtier arrive que pour la demi-finale et la 3e place, parce que le quart de finale, c'était Aubin Weber qui était le titulaire. Mais on était une génération... Enfin, une belle génération, on voulait être champion du monde, on voulait gagner le match sur le terrain, on l'a perdu et c'est la vie, et puis voilà, il faut vivre au présent et sur le futur et pas revenir sur le passé. D'accord, mais vous sentiez quand même un peu que pas les dés étaient pipés, mais qu'il fallait vraiment un tremblement de terre pour gagner un match, parce qu'on sait qu'un arbitre, il y a quand même beaucoup de décisions subjectives en rugby. On l'a vu aussi en finale de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, où Craig Joubert, honnêtement, décide, à mes yeux, c'est peut-être complètement franchouillard, mais un petit peu du sort du match. Est-ce que vous sentiez que les dés étaient un petit peu... On sait que les All Blacks, par exemple, ont été un petit peu malades aussi avant la finale. Tu peux nous raconter? Ouais, bon, nous déjà aussi quelques joueurs avaient la tourista, comme on dit, avant le match contre l'Afrique du Sud. Les Néo-Zélandais, je crois 80% des mecs étaient malades comme des chiens pour la finale. Mais ce qui a été terrible, c'est la soirée de gala. Le président de la fédération offre un cadeau spécial à Bevan, qui était l'arbitre de la demi-finale, et il lui offre une montre qui, à l'époque, valait, je crois, 18 000 euros. D'accord. Donc, et là, c'est un scandale. Même les Néo-Zélandais, il y a des joueurs qui partent de cette cérémonie en disant c'est assez incroyable. Donc là, tu te dis, et après, quand tu vois aussi le film, mais quand tu vois l'apport aussi politique, bien sûr. Nelson Mandela qui porte le maillot sud-africain. Pourtant, ce maillot sud-africain, c'était l'apartheid, etc. Donc il y a eu tellement de symboles. Alors par contre, c'est vrai que ça a été un boost incroyable pour le pays. Il y a eu une réunification du pays après cette victoire. Les gens faisaient la fête ensemble. Donc ça a été assez exceptionnel. Mais sur la finale... Toute l'équipe, nous, on était debout derrière les poteaux, parce qu'on avait des places que derrière les poteaux, et j'avais jamais vu ça. Excusez-moi. 80% des joueurs français ont pleuré aux hymnes, parce qu'on avait l'impression que... Vous deviez y être. On devait y être. Et donc, je me souviens, j'avais Olivier Rouma, Abdel, Olivier Merle, enfin des monstres, et les mecs pleuraient... Comme des gamins. Donc, je ne vais pas dire que c'est une frustration, mais c'est une cicatrice énorme que cette demi-finale de Coupe du Monde en 95 contre l'Afrique du Sud. C'est ton plus mauvais souvenir de joueur ? De joueur, ouais.
de sélection d'entraîneur. Il y a eu un quart de finale. Il y a eu le quart de finale, mais après j'ai tellement de souvenirs exceptionnels. Et puis grâce au rugby, j'ai fait le monde entier. J'ai découvert des gens exceptionnels. J'ai joué avec des mecs fantastiques. Et puis jamais j'aurais cru, parce qu'à l'époque le rugby était amateur, jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir vivre de ma passion. Et là, tous les jours, je vis de ma passion et je suis un énorme privilégié. C'est important pour toi justement maintenant d'être davantage présenté pour le présent comme l'entraîneur de l'équipe, manager de l'équipe de France championne en titre, plutôt même j'ai envie de dire on oublie presque l'ancien sélectionneur. C'est pour ça que tu as voulu rechausser les crampons de coach pour pas terminer là-dessus. Disons que j'avais pas envie de finir là-dessus. Après, les gens qui me connaissent, j'ai eu la chance de jouer 69 sélections avec l'équipe de France, de marquer, je suis encore le 3e marqueur d'essai de l'équipe de France, mais c'est vrai que les gens avec une image de loser, du mec qui a pris, qui entraîne l'équipe de France, qui a pris 50 points contre les Blacks. Bon, après cette génération des All Blacks, ils ont mis 60 points à tout le monde. Ouais, bien sûr. Donc, mais c'est vrai que les gens ont oublié que j'ai eu des titres, que j'ai été aussi entraîneur champion d'Angleterre. Je suis arrivé à Toulon, qui était un club qui était en difficulté. Tout de suite, la première année, on fait demi-finale du championnat, on fait finale de la conférence européenne, on fait les premières phases finales de Coupe d'Europe. Avec Bourgoin, on avait été invaincu à domicile pendant plus de 23 mois. Et donc, je me suis dit quand même à un moment donné, je suis un gagneur, j'aime la compétition, j'aime ne rien lâcher, j'aime ne pas perdre, même si ça m'est arrivé. Et donc j'avais envie de retourner sur le terrain pour voir si j'étais encore capable de faire quelque chose. Et à Montpellier, les 2 premières années, on a 2 titres. Bon, la 3e année, là, est plus compliquée actuellement, mais c'est vrai que d'amener le premier titre de champion de France à Montpellier, au MHR, à notre président Moed Altrad, à tous les supporters et les joueurs, a été un moment exceptionnel et un grand moment de ma carrière d'entraîneur. Alors quand on revient, je ne vais pas te garder trop longtemps, pas d'inquiétude, simplement quand tu reviens au MHR, tu viens en tant que directeur de rugby de Xavier Garbajosa qui est le manager. La grève prend pas, il fait un jeu un peu différent de l'ADN du club à ce moment-là. Est-ce que très vite tu te dis quand même que tu vas retrouver les terrains? En fait, tu deviens un peu le Serge Blanco de Xavier Garbajosa. Non, mais j'étais avec Xavier, que j'apprécie énormément. J'étais là, moi, directeur de rugby, pour restructurer le club. Moed Altrad m'avait demandé aussi de changer le recrutement avec les GIFs, d'aller sur ce que je vous ai expliqué auparavant, m'occuper du plan de succession avec les jeunes joueurs, de structurer le club. Et j'avais au départ, je pensais pas retourner sur le terrain. Et après, les résultats, c'était de plus en plus mauvais. Xavier avait des difficultés, on avait aussi un vestiaire qui était compliqué. Et à un moment donné, Moed Altrad m'a dit: Philippe, c'est pas possible, on est avant-dernier, on va descendre, etc. Donc je suis allé voir Xavier, on a parlé. Et j'ai proposé au président 3 solutions. Une qui nous vire tous les deux, Xavier et moi, parce qu'on était le club était en difficulté. Elle a été refusée. Une deuxième, c'est que Xavier reste entraîneur des 3 quarts et que moi je prenne le management et que je retourne sur le terrain. Ou sinon, que je retourne sur le terrain, qu'on se sépare de Xavier Garbajosa et comme il y avait Jean-Baptiste Elissade et Olivier Azam qui étaient déjà des entraîneurs, et Moed Altrad a dit non, il faut un électrochoc, tu redescends sur le terrain et je vais me séparer de Xavier. Voilà, ça a été franc, ça a été honnête, que ça soit avec Xavier Garbajosa comme avec Moed Altrad. Je pensais pas redescendre sur le terrain aussi rapidement. Et puis au début, ça a été compliqué. Il a fallu retrouver un vestiaire sain. Il a fallu que les joueurs adhèrent au projet commun, parce que le rugby, c'est important. C'est les joueurs, les acteurs. Donc il faut vraiment qu'ils soient contents, heureux sur ce qu'on leur propose.
Et puis, au début, ça a été difficile. 5 défaites d'affilée, d'1 point, 2 points. Et puis après, on a enchaîné 10 victoires d'affilée. On a gagné au Stade Toulousain. On a gagné Leicester en finale de la conférence européenne à Twickenham. Excusez-moi. Et puis la saison d'après, voilà, avec ce titre et ce premier titre de champion de France qui a été un moment fantastique de communion avec le public et les supporters de Montpellier. Est-ce que tu t'es posé la question d'arrêter après le titre de champion de France ? Oui. Mais Moed Altrad voulait à tout prix que je reste. Donc je suis au club jusqu'en 2025. Mais j'essaye de donner plus de responsabilités à Jean-Baptiste Elissade. Excusez-moi, à Jean-Baptiste Elissade, qui est devenu un head coach. Je m'occupe plus maintenant de management. Je suis moins présent sur le terrain parce que aussi, je pense qu'il ne faut pas faire les années de trop. Le rugby évolue énormément. Je pense que j'ai des compétences sur certains endroits, d'autres je suis moins compétent que d'autres. Et moi je crois vraiment à l'association des compétences. Dans mon staff, on est 23 personnes. J'ai Alex Ruiz aussi qui est venu, qui a été le premier arbitre à venir dans un staff d'un club. Il s'occupe aussi de la discipline, il s'occupe des zones de contact. Cette année, il s'occupe en plus de la défense. J'ai Brice Reana, l'ancien All Black, mais qui a un passeport français, qui s'occupe de la technique individuelle du jeu au pied. J'ai 5 préparateurs physiques. Enfin, un club et un staff, c'est une petite PME. 3 kinés. Vous êtes 24, 24 dans le staff du MHR. Voilà. Mais par contre, notre rôle, c'est d'essayer d'avoir des experts, des gens très compétents qui amènent une plus-value aux joueurs individuellement et aussi collectivement pour gagner des matchs. Alors c'est un sujet un peu annexe mais que je voulais quand même aborder avec toi. On voit de plus en plus, il y a des joueurs qui sont condamnés pour des actes de violence dans tous les clubs de top 14, de Pro D2. Il y a vraiment, on perd un peu les valeurs du rugby à ce niveau-là. Dans tous les clubs, on peut en citer 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu penses que les clubs peuvent jouer un rôle là-dedans par rapport aux joueurs de prévention, de sanction, ou bien c'est du domaine du privé, c'est du domaine de la justice et le club en général, pas le MHR en particulier, n'a pas forcément de levier là-dessus? Alors, c'est complexe parce que les valeurs du rugby, quand même, on est un sport collectif, on est un sport de combat collectif et on n'est rien sans les autres. Donc les valeurs de solidarité, de bien vivre ensemble, d'humilité, de remise en question, elle existait il y a un siècle, elle existe maintenant et elle continuera à exister parce qu'on est un sport collectif, parce qu'il faut respecter l'autrui, il faut respecter le mec à côté, il faut respecter tes entraîneurs et tout. Après, des actes de violence, il y en avait aussi à ma génération. Il y avait des troisième mi-temps qui partaient en vrille, il y avait des bagarres, des choses comme ça, mais on était dans un monde différent, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qui se passe maintenant. Maintenant, dès qu'il y a un problème, ça va sur la toile et ça devient un scandale pas possible. Avant, tu faisais une connerie en Nouvelle-Zélande, ouais. Voilà, ça mettait 10 ans avant d'arriver. Donc, alors après, par contre, notre rôle, et moi mon rôle en tant que manager, c'est ce que je dis aux joueurs, vous représentez un maillot, vous représentez une structure, une organisation, et donc il faut être exemplaire sur le terrain et en dehors. Mais après, comme dans la vie, comme tout le monde, automatiquement, il y a des personnes qui peuvent partir en vrille, qui peuvent avoir un problème psychologique, des problèmes familiaux, ou de trop boire un soir et de faire des conneries. Et donc, il faut les encadrer, il faut être pédagogue. Par contre, il faut sanctionner quand il y a des fautes. Et donc, moi, j'aime mes joueurs, j'essaye de tout leur donner, mais on a des règles de vie,
on a un cadre, et si le joueur sort de ce cadre-là, eh ben, je suis obligé de le sanctionner parce que c'est ma responsabilité et parce que on doit respecter le club, on doit respecter l'ADN du club, on doit respecter les supporters, on doit respecter les personnes autour de nous et l'environnement. Et ça m'arrive régulièrement, des professionnels. Là, la semaine dernière, j'ai eu une grosse réunion aussi avec des jeunes joueurs qui s'étaient mal comportés. Parce que c'est ma responsabilité et je dis tout le temps, si on est un mec bien, si on est un mec qui a du bulbe, si on est un mec qui est éduqué, on sera aussi un très bon joueur. Donc l'éducation fait partie de cela, mais par contre sur les valeurs, notre sport amène la solidarité, l'humilité, le don de soi, le bien vivre ensemble. Après, comme de partout, il y a des cons, il y en a certains, et donc ceux-là, il faut leur taper dessus. Enfin, leur taper dessus. On comprend. Oui, il faut les sanctionner, il faut leur expliquer, et il faut qu'ils rentrent, parce qu'on vit en communauté. Nous, on vit en communauté. Nous, on mange ensemble. Tous les matins, on prend le petit déjeuner ensemble. Les mecs débarrassent. La table doit être vide. Quand on joue à domicile ou à l'extérieur, on a 2 mecs qui lavent le vestiaire parce qu'on sort du vestiaire, il doit être aussi propre que quand on est rentré. Enfin, on a des choses en place. Je donne des cours de français qui sont obligatoires à mes joueurs étrangers, 2 leçons par semaine, parce que je veux qu'ils puissent dire bonjour aux supporters, aux partenaires, qu'ils puissent répondre 2 ou 3 phrases en français. Ça fait partie aussi de l'éducation, et j'ai envie de dire, il faut tout le temps que l'institution soit forte, parce que sinon c'est l'anarchie. Ok, je vais te laisser. Je te demande simplement un petit jeu. Je te fais choisir entre des personnalités du rugby ou des championnats. Tu réponds, tu peux expliquer pourquoi. Déjà, le premier, c'est plutôt top 14 ou Premiership? J'ai gagné les 2 compétitions. Ça y est. Non, mais top 14, parce que le bouclier de Brennus, c'est porter le bouclier de Brennus, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'ancestral. C'est 130 ans d'histoire, donc top 14, aucun problème. Tu vas encore me dire que tu as gagné avec les 2, plutôt Sale ou Gloucester? Sale. Alors Gloucester, j'ai fini ma carrière, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, mais Sale, parce que voilà, c'est pareil, premier titre de champion d'Angleterre pour Sale. J'avais une génération incroyable: Chabal, Jason Robinson, Wigglesworth, Ben Foden, Lionel Faure, Sébastien Bruno. Là, c'est dans la sauce, mais tu te jettes beaucoup de fleurs. Non, et j'ai vécu 5 ans d'exceptionnel à Sale. Ma fille est née à Manchester, donc je vais dire Sale. Ok, titulaire en équipe de France, plutôt Ntamak ou Jalibert? Ntamak titulaire, Jalibert les 20 dernières minutes. Et bientôt peut-être Louis Carbonel qu'on attendait. Ramos ou Jaminet? Pareil, titulaire. Ramos. Plutôt Lièvremont, ton prédécesseur, ou Noves, ton successeur? J'apprécie les 2, donc là non, j'apprécie les 2. C'est 2 personnes importantes dans l'histoire et dans le rugby français. En tant que joueur, plutôt Elissalde ou Galtier? Moi, j'ai joué avec Fabien Galtier, mais je suis tous les jours avec Jean-Baptiste Elissade et il pue le rugby, donc je vais dire Jean-Baptiste Elissade. Plutôt Boudjelal ou Altrad? T'as connu les 2, de phénomènes du rugby français. Ouais, de phénomènes, mais j'ai gagné avec Altrad, donc je vais dire Altrad. Et un petit dernier, le plus dur, Vincent Moscato ou Denis Charvet? Vincent Moscato. Bon, voilà. J'ai toujours aimé les gros, j'ai toujours aimé les premières lignes, donc Moscat. Ok, super. Merci beaucoup Philippe de nous avoir accordé 1 heure. J'espère te revoir évidemment pour la Coupe du Monde, peut-être pour un nouveau titre également de champion, peut-être. Il faut s'accrocher pour aller en play-off et puis après on verra, l'histoire peut à nouveau être belle. On va s'accrocher, mais voilà, surtout plein d'ondes positives à l'équipe de France. On a une chance exceptionnelle. On va vivre une Coupe du Monde en France. Ça arrive rarement et j'espère qu'on va vivre des moments exceptionnels avec les Bleus. Super, merci beaucoup Philippe, et évidemment tu es toujours le bienvenu ici. Ça va pour ta première sur Twitch? Ouais, c'était un plaisir. Bon non, j'ai fait un peu le mec de cigare, désolé, à top 14 c'est et bien. Premiership, alors que je suis quelqu'un d'humble normalement. Mais regarde dans le chat, tout le monde t'a beaucoup
apprécié, merci, au top, PSA, on t'aime, tout va bien, Philippe change rien, super. En tout cas, repasse nous voir pour être champion du monde en septembre. Allez, je vous embrasse, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe, merci à toi.